Un millionnaire ignore une petite fille des rues dans un restaurant, mais elle dit « Monsieur, ma mère a une bague identique à la vôtre. » L'homme manque de s'évanouir en la voyant. Antoine Lefèvre avait 38 ans et portait l'élégance parisienne comme une seconde peau. Chaque matin, à exactement 7h30, il quittait son appartement haussmannien situé dans le 7e arrondissement, vêtu de ses costumes sur mesure, impeccablement repassés. Son chauffeur l'attendait toujours en bas. Moteur allumé, journal plié sur la banquette arrière, bouteille d'eau minérale à température précise. Le trajet jusqu'à son bureau ne durait jamais plus de 23 minutes, sauf rares exceptions dues à une grève ou à une manifestation imprévue, deux éléments qu'Antoine considérait comme des parasites de l'ordre public. Il était le fondateur et directeur général d'une start-up devenue, en à peine une décennie, l'un des piliers de la tech européenne. Ses journées étaient millimétrées. Réunions internes le matin, visioconférences transatlantiques à midi, déjeuner d'affaires, toujours au même endroit, à 13h précises. Ce restaurant du Marais, discret et raffiné, portait le nom poétique de Le Vitrail. La table près de la fenêtre lui était réservée comme une extension naturelle de son bureau. Le personnel savait ce qu'il aimait. Filet de bar aux agrumes, pain sans gluten légèrement tiédi, verre unique de vin blanc sec, jamais plus, jamais moins. Antoine parlait peu, souriait moins encore. Ses associés le respectaient, ses employés le redoutaient, et ses concurrents le craignaient. Dans les rares portraits que publiaient les magazines économiques, on soulignait toujours son regard froid, son efficacité chirurgicale, sa capacité à trancher net les décisions difficiles. Sa vie, comme sa garde-robe, était sans faux plis. Il n'avait pas d'amis proches. Ses interactions sociales étaient codifiées, calibrées, et toutes placées sous le sceau du pragmatisme. Le soir, il rentrait chez lui avec la même ponctualité. Une fois dans son appartement, il enfilait des vêtements confortables, lisait les rapports de la journée, regardait les actualités internationales, puis se couchait à 23h. Rien ne débordait, rien ne déboussolait. Le luxe qui l'entourait ne l'éblouissait plus depuis longtemps. L'ascenseur privé, les œuvres d'art abstraits dans son salon, la cave à vin électronique ou encore le système domotique dernier cri n'étaient pour lui que des composantes ordinaires de son univers. Même son visage semblait sculpté par la régularité, très fin, barbe toujours parfaitement taillée, cheveux sans un brin de rébellion. Les rares émotions qu'il s'autorisait restaient enfermées dans des souvenirs bien rangés, que personne n'avait le droit d'effleurer. Il ne parlait jamais de son passé. Ce passé, justement, il l'avait compartimenté, comme un tiroir qu'on verrouille à double tour. Pour lui, l'existence se vivait dans l'efficacité du présent et l'anticipation du futur. Il avait compris très tôt que l'émotion était un parasite dans le monde des affaires et s'était appliqué à la domestiquer jusqu'à l'éradiquer de ses interactions les plus personnelles. Il n'y avait ni place ni temps pour les hésitations. Chaque semaine se répétait avec une précision presque robotique. Il commandait ses courses en ligne le dimanche soir, réservait ses rendez-vous avec 3 semaines d'avance et utilisait un agenda électronique synchronisé à tous ses appareils. Antoine Lefèvre était un homme de contrôle, un homme de logique, un homme dont la vie ne laissait aucune place à l'imprévu. Ce fut précisément pour cela que personne, pas même lui, ne vit venir la faille, la brèche minuscule par laquelle, un jour de pluie, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, allait s'infiltrer dans son univers aseptisé. Pas un ami, pas un rival. Une enfant, une simple enfant, avec de la boue sur les pieds, un regard trop grave pour son âge et une phrase que personne n'avait jamais osé lui dire. Mais ce jour n'était pas encore arrivé. Ce jour appartenait au futur. Pour l'heure, Antoine sirotait son verre de vin blanc au vitrail, contemplant la pluie parisienne s'écraser contre les vitres, le monde dehors glissant comme un murmure qu'il refusait d'entendre. Le ciel de Paris s'était couvert dès l'aube, un gris épais qui pesait sur les toits comme une couverture humide. Une pluie fine et obstinée s'abattait sur les pavés du Marais, transformant les trottoirs en miroirs irréguliers. À l'intérieur du vitrail, le murmure élégant des conversations feutrées se mêlait au cliquetis des couverts en argent. Les serveurs, discrets comme des ombres bien entraînées, glissaient entre les tables avec une précision quasi chorégraphique. Antoine Lefèvre, fidèle à sa table de toujours,
était plongé dans la lecture silencieuse de son agenda électronique, le regard fuyant toute interaction humaine. Il venait de poser sa coupe de vin déjà entamée lorsqu'un courant d'air fit vaciller la quiétude du lieu. La porte du restaurant venait de s'ouvrir brusquement, laissant entrer non seulement une bouffée d'air froid, mais aussi une silhouette discordante. Une petite fille venait de franchir le seuil. Elle était trempée jusqu'aux os, ses cheveux plaqués contre le visage, ses pieds nus laissant des empreintes humides sur le sol en marbre. Ses vêtements, trop grands, pour elle, étaient souillés de boue et dégoulinés. L'effet fut immédiat. Le murmure des conversations s'éteignit. Les clients, d'ordinaire bienveillants dans leur hypocrisie bourgeoise, froncèrent les sourcils, échangèrent des regards indignés, certains signalant discrètement leur mécontentement au personnel. Mais la petite ne sembla pas les remarquer. Elle avançait lentement, comme si elle cherchait quelqu'un ou quelque chose. Elle s'arrêta net devant la table d'Antoine. Il ne leva pas immédiatement les yeux. Trop absorbé par sa routine, trop conditionné à ignorer les intrusions du monde extérieur. Ce fut seulement lorsque l'enfant parla d'une voix si douce qu'elle semblait glisser entre les couverts qu'il réagit. « Tonton, dit-elle, ma maman a une bague comme la tienne. » Antoine cligna des yeux. Son esprit, habitué à traiter des chiffres, des clauses de contrat et des stratégies d'expansion, mit quelques secondes à interpréter la phrase. Quand enfin il comprit, il leva lentement la tête, ses sourcils froncés exprimant un mélange d'irritation et d'incrédulité. Il s'attendait à voir une enfant quelconque, une mendiante échappée d'un coin oublié de la ville. Mais ce qu'il vit le figea. Le visage de la petite fille, malgré la saleté et la pluie, portait une ressemblance troublante. Une expression du regard, un pli des lèvres, quelque chose de profondément familier. Antoine sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Il posa machinalement les yeux sur sa main gauche, là où brillait la bague. Un anneau en or blanc, orné d'un petit saphir bleu, taillé sur mesure, une pièce unique, conçue il y a 10 ans pour une femme dont il avait effacé le nom de toutes ses phrases, mais jamais de sa mémoire. Le silence dans le restaurant devenait pesant. Un serveur s'approcha, visiblement prêt à intervenir, mais Antoine leva imperceptiblement la main comme pour dire « Non, pas encore ». Il fixa l'enfant, le souffle court. Sa voix, lorsqu'elle sortit, était presque rauque. « Comment s'appelle ta maman ?» La petite hésita. Ses yeux, grands et sombres, le scrutèrent avec une intensité inattendue. Puis, elle répondit « Simplement, Clémence ». Le choc fut si brutal qu'il en lâcha sa coupe de vin. Le verre se brisa contre la table, éclaboussant la nappe immaculée d'un rouge vif, semblable à du sang. Des exclamations étouffées s'élevèrent autour de lui, mais Antoine ne les entendait plus. Ce nom, ce seul nom, venait d'arracher la serrure rouillée de sa mémoire. Clémence. Clémence Moreau. Celle qu'il avait aimée avec une intensité dévorante. Celle qui, un jour, sans aucune explication, avait disparu de sa vie comme une ombre avalée par la nuit. Ses mains tremblaient. Il se leva brusquement, sa chaise raclant le sol dans un grincement strident. La petite fille ne bougea pas. Elle le regardait toujours, immobile, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Antoine s'agenouilla devant elle, ignorant les regards, les murmures, les serveurs pétrifiés. Il chercha ses mots, mais ils semblaient tous s'être noyés dans le tumulte de son esprit. « Tu peux me montrer où est ta maman ?» Elle hocha la tête. D'un geste lent, elle lui tendit la main. Antoine, sans réfléchir, la saisit. Sa paume était froide, ses doigts fins comme des brindilles. Ensemble, ils quittèrent le restaurant sous les regards médusés des clients. La pluie tombait toujours, battant les trottoirs avec la régularité d'un métronome implacable. Antoine suivait cet enfant inconnu, et pourtant si familière, sans poser de questions. Le monde qu'il avait patiemment construit venait de se fissurer, et il n'avait aucune idée de ce qu'il allait trouver de l'autre côté. Le bruit de leurs pas résonnait sur les trottoirs trempés, Antoine marchant en silence, la main de l'enfant toujours serrée dans la sienne. Elle avançait avec une assurance surprenante, comme si elle connaissait chaque recoin de ce quartier, pourtant éloigné du monde d'Antoine. Lui, l'homme qui passait sa vie à tout prévoir, se retrouvait à suivre une enfant inconnue, portée uniquement par l'instinct et une étrange sensation d'urgence. Il ne posait pas de questions, ne cherchait pas à comprendre l'absurdité de la situation. Il savait seulement que cette rencontre, aussi improbable qu'elle fût, n'était pas un hasard.
Son regard tombait par moments sur la bague à son doigt. Un bijou unique qu'il n'avait jamais retiré depuis le jour où il l'avait fait confectionner pour Clémence. Ce n'était pas une alliance, pas un symbole d'union formelle, mais une promesse silencieuse faite au creux d'un soir où tout semblait possible. Antoine se souvenait parfaitement du jour où il l'avait choisi. Il avait dessiné lui-même le modèle, refusant toutes les suggestions du joaillier. L'or blanc devait être pur, sans artifice. Le saphir, d'un bleu profond, représentait le regard de Clémence, celui dans lequel il s'était perdu trop souvent. Elle avait ri en recevant le bijou, l'avait passé à l'annulaire droit, puis l'avait embrassé sans dire un mot. Ce souvenir était resté figé dans son esprit, cristallisé par l'abandon brutal qui avait suivi. Il n'avait plus jamais offert de bijoux depuis. Ils quittèrent les rues élégantes du Marais, s'enfonçant dans des zones moins gentrifiées, plus effacées. Les immeubles devenaient plus vétustes, les vitrines moins éclairées, les passants plus rares. Antoine commençait à percevoir des odeurs qu'il ne connaissait pas, des sons qui ne faisaient pas partie de son univers quotidien. L'enfant ne semblait pas troublé. Elle le guidait avec la même détermination, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une porte en fer taguée, encastrée dans la façade d'un immeuble décrépit. Elle appuya sur une sonnette qui ne produisit aucun son, puis poussa la porte restée entr'ouverte. Antoine hésita une seconde, son instinct lui rappelant toutes les consignes de prudence qu'il enseignait à ses collaborateurs. Puis il la suivit. Ils montèrent 3 étages par un escalier en colimaçon dont chaque marche semblait gémir sous leur poids. À l'intérieur, l'odeur d'humidité et de poussière lui saisit les narines. Ils traversèrent un couloir sombre, éclairé par une ampoule nue pendue au plafond, puis s'arrêtèrent devant une porte entr'ouverte. La petite fille entra sans frapper. Antoine, le cœur battant, la suivit. La pièce était exiguë, éclairée par la lumière blafarde d'une fenêtre crasseuse. Une table branlante, un matelas au sol, quelques couvertures, une chaise sans dossier, et au fond, assise sur un tabouret, une femme. Elle leva les yeux vers lui sans surprise, comme si elle l'attendait. Clémence. Son visage était différent, plus marqué, plus fin, creusé par les années et les épreuves. Mais c'était bien elle. Le même port de tête, la même courbe des sourcils, cette manière particulière de fixer quelqu'un sans ciller. Son regard ne trahissait aucune peur, seulement une immense fatigue. Antoine resta figé sur le seuil. Il avait imaginé ce moment des centaines de fois dans ses rares insomnies. Il s'était préparé à l'éventualité de la revoir un jour, dans une rue, dans un rêve, dans une lettre, mais jamais ainsi. Jamais dans cette pauvreté brutale, au bout d'une ruelle ignorée, accompagné d'un enfant aux pieds nus. Sa gorge se serra. Clémence ne dit rien. Elle ne fit aucun geste pour se lever, aucun effort pour expliquer. Antoine avança lentement, sans savoir s'il devait parler. Il s'assit sur la chaise, toujours silencieux, les yeux fixés sur elle. Le poids de 10 années s'abattait sur ses épaules. 10 années sans réponse, sans trace, sans mots. Il avait cru qu'elle l'avait quitté par lassitude ou par caprice, qu'elle s'était évaporée comme tant d'autres. Mais rien dans cette pièce, dans cette atmosphère de survie, ne corroborait ses théories. « C'est elle ?» murmura-t-il, désignant la fillette d'un signe de tête. Clémence baissa les yeux, puis hocha la tête, très lentement. Antoine sentit un vertige. Il posa les mains sur ses genoux pour ne pas trembler. Elle ne tenta pas de le consoler, ni de justifier son silence. Elle se contenta de le regarder, comme si son mutisme était en soi une explication suffisante. Il détourna les yeux vers l'enfant. Elle observait la scène avec la gravité des enfants qui ont grandi trop vite. Il chercha un mot, un sourire, une phrase apaisante, mais rien ne vint. Il était submergé. Sa voix sortit enfin, rauque, presque étrangère. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Clémence inspira lentement. Ses yeux se fermèrent un instant, puis elle répondit d'une voix faible. « Parce que je ne pouvais pas. » Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas un aveu. C'était une phrase suspendue, un début d'explication qui promettait de l'ombre. Antoine comprit, à cet instant précis, que ce qu'il croyait être un simple abandon cachait quelque chose de bien plus complexe, et qu'il n'était qu'au début d'un chemin qu'il n'avait jamais envisagé d'emprunter. Antoine restait figé, incapable de détacher les yeux de Clémence. La lumière blafarde de la pièce soulignait les creux de son visage, les ombres autour de ses yeux, les marques du temps et des silences accumulés. Il aurait voulu lui poser 1000 questions,
lui dire tout ce qu'il avait gardé en lui pendant ces années, hurler sa colère et son incompréhension. Mais aucun mot ne trouvait sa place. Il y avait dans l'air une tension dense, presque physique, comme si chaque respiration menaçait de faire éclater un équilibre fragile. La fillette s'était assise dans un coin à même le sol et dessinait des cercles invisibles avec le bout de son doigt, comme pour se distraire ou échapper à la pesanteur de la scène. Antoine, d'un geste lent, sortit un mouchoir de sa poche intérieure et le posa sur la table devant lui sans savoir pourquoi. Un automatisme, une tentative désespérée de retrouver ses repères. Puis il murmura à nouveau, la voix cassée, « Clémence, pourquoi ce silence? Pourquoi m'avoir effacé ?» Elle le fixa sans détour, ses traits figés, comme si elle refusait d'être une victime de son passé ou de ses choix. Il y avait dans ses yeux une fierté éteinte, mais encore présente, une volonté de ne pas céder entièrement à la douleur. « Parce que je devais le faire, » dit-elle enfin. Elle n'avait pas pleuré, ne pleurerait pas. Antoine, en entendant cette phrase, sentit la colère remonter, une vague d'émotions brutes, violentes, qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il se leva brusquement, la chaise basculant derrière lui, puis fit quelques pas vers la fenêtre. Le carreau était sale, la pluie continuait à tomber, rythmée, indifférente à leur chaos. Il s'appuya contre le rebord, le dos tourné à Clémence, et tenta de reprendre le contrôle de lui-même. Son univers, bâti sur la logique et la prévisibilité, s'écroulait sous ses pieds. Elle était là, vivante, avec une enfant qui lui ressemblait et qui venait d'exploser sa réalité en quelques mots. « Elle a dit que tu avais une bague comme la mienne, » reprit-il, sans se retourner. « Comment peut-elle savoir? Tu lui as parlé de moi ?» Un long silence suivit. Puis la réponse arriva, faible mais claire. « Non, jamais. Je n'ai jamais parlé de toi. » Il se retourna vivement, incrédule. « Alors comment ?» Clémence haussa légèrement les épaules. Son regard glissa vers sa fille. « Les enfants, voilà ce qu'on ne dit pas. » Antoine passa la main sur son visage accablé. Il n'arrivait pas à respirer correctement. Tout en lui criait qu'il devait partir, quitter cette pièce, cet immeuble, cette histoire qu'on venait de lui imposer. Mais ses pieds restaient ancrés au sol. Il s'approcha lentement de Clémence, s'agenouilla devant elle. Elle détourna le regard comme si sa présence la brûlait. « Tu ne m'as pas dit pourquoi tu es parti. » Elle resta un instant immobile, puis d'une voix basse, sans émotion apparente, « Parce que je ne voulais pas que tu saches. » Il sentit une douleur, sourde éclater dans sa poitrine. Il se releva, fit quelques pas, revint vers elle, toujours sans comprendre. Sa mâchoire se serrait, son souffle était court. « Tu m'aimais ?» Elle le regarda enfin, cette fois avec une intensité qui le transperça. « Oui, justement. » Ce mot résonna comme une gifle. Antoine recula d'un pas, vacillant. Elle n'avait pas fui parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce qu'elle l'aimait. L'absurdité de cette logique lui échappait complètement. Il se sentit trahi d'une manière nouvelle, plus intime. Le type de trahison qui naît du silence, pas de la trahison elle-même. Il se tourna vers la petite fille, toujours assise dans son coin. Elle leva les yeux vers lui, curieuse mais pas effrayée. Il s'approcha, s'accroupit devant elle. « Tu t'appelles comment ?»« Élise. » Le prénom résonna en lui comme une détonation. Il ne connaissait aucun Élise dans la famille de Clémence, ni dans la sienne. Ce nom n'était pas choisi au hasard. Il posa la main sur sa poitrine, là où son cœur battait plus fort que jamais. Il voulait lui dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots restaient coincés. « Tu es ma fille ?» Elle hocha la tête. Pas un geste hésitant, pas un doute, comme si elle avait toujours su, depuis le premier regard. Antoine sentit une larme couler sur sa joue. Il ne la retint pas. Pas cette fois. Clémence détourna la tête, mais sa voix le rattrapa. « Je n'ai jamais voulu que tu le saches. Pas parce que tu n'étais pas digne, mais parce que moi je ne l'étais plus. » Cette phrase, plus que toutes les autres, le brisa. Il comprit alors que quelque chose de très profond se cachait derrière son départ, quelque chose qu'elle refusait encore de dire. Et pourtant, il n'y avait plus de colère en lui, seulement une douleur immense, sourde, qui résonnait dans chaque battement de son cœur. Il s'assit à même le sol, près d'Élise. Elle posa sa main sur la sienne, spontanément. Ce contact simple, naturel, fit naître en lui un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé. Une reconnaissance, une fierté, une peur aussi. Il savait désormais qu'il ne pourrait plus revenir en arrière. Sa vie venait de basculer, et pour la première fois, il acceptait de ne pas en maîtriser le cours.
Le jour suivant se leva avec une lumière blafarde, filtrée par les nuages persistants qui noyaient Paris dans un gris uniforme. Antoine n'avait presque pas dormi. Il était rentré chez lui après cette rencontre bouleversante, les vêtements encore humides, l'esprit assiégé par une multitude de pensées. Il avait passé des heures assis dans l'obscurité de son salon, sans allumer la moindre lumière, écoutant les bruits étouffés de la ville, cherchant un sens à ce qu'il venait de vivre. Rien, dans son existence minutieusement planifiée, ne l'avait préparé à une telle déflagration. Le visage de Clémence ne quittait pas son esprit. Il revoyait ses yeux fatigués, sa voix retenue, la dignité silencieuse avec laquelle elle s'était tenue devant lui. Et surtout, il revoyait Élise, cet enfant qui portait son sang, son regard, sa propre histoire sans le savoir. Antoine avait toujours cru qu'il aurait le contrôle de sa paternité, qu'un jour peut-être, il choisirait d'être père. Mais cette décision lui avait été volée, non pas par hasard, mais par choix. Le choix de Clémence de le tenir à l'écart, de l'effacer de la vie de leur fille. Et pourtant, au fond de lui, quelque chose s'était fissuré. Pas de la colère, pas de la rage, mais une brèche profonde, une ouverture brutale qui le forçait à ressentir au-delà de sa logique. Il avait vu dans les gestes d'Élise une douceur qui lui était étrangère, une innocence qu'il ne voulait pas briser. Et il avait compris qu'il ne pouvait pas la laisser à cette existence précaire, à cette vie de silence et de fuite. Le lendemain, il retourna dans ce même immeuble délabré. Il frappa à la porte sans insistance, comme un invité qui craint d'être de trop. C'est Élise qui ouvrit. Elle sourit à sa vue, un sourire discret mais sincère, comme si elle avait deviné qu'il reviendrait. Clémence était debout dans la pièce, ses bras croisés, l'air déjà fatigué de devoir répondre à ce qu'elle savait inévitable. Antoine entra sans un mot et s'assit sur la chaise qu'il avait quittée la veille. « Tu veux savoir pourquoi je suis parti, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans le regarder. Il acquiesça lentement. « Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu saches. Ce n'était pas une excuse, c'était une protection, pour toi, pour elle, mais surtout pour moi. » Il attendait la suite, mais elle gardait le silence. Il sentait qu'elle pesait chacun de ses mots avec prudence. « Tu n'étais pas malade, tu n'étais pas en danger de mort. Alors pourquoi? Il y a autre chose, j'en suis sûr. » Clémence s'assit à son tour, face à lui. Elle croisa les jambes, les mains posées sur les genoux, droite comme un soldat face à son juge. « Quand je suis tombée enceinte, j'étais déjà sur le point de perdre mon emploi. La société dans laquelle je travaillais connaissait une crise interne. J'avais découvert des choses, des irrégularités, des fraudes. J'ai voulu les dénoncer. Et c'est là que tout a commencé à basculer. » Antoine fronça les sourcils. « Tu penses que c'est pour ça qu'ils t'ont poussé à partir ?» Elle secoua la tête, amère. « Ils ne m'ont pas poussé. Ils m'ont réduite au silence, on m'a menacé. Mon supérieur direct m'a fait comprendre que si je parlais, je perdrais tout. Et pas seulement mon emploi. Ma réputation, ma sécurité, ma tranquillité. Je ne pouvais pas te mêler à ça. » Il sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas seulement une histoire de honte ou de précarité. C'était quelque chose de plus grand, de plus sombre. Pourquoi ne pas m'en parler? Pourquoi ne pas me faire confiance? Elle le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis son retour. Parce que je savais que tu voudrais m'aider, que tu utiliserais ton argent, ton réseau, ton pouvoir, et que tu deviendrais une cible toi aussi. Antoine s'était levé. Il marchait de long en large dans la petite pièce, tentant de contenir la tension qui montait en lui. Tu as décidé seul de me retirer ma fille. Tu as décidé seul de porter ce fardeau. C'est ça la vérité. Elle ne répondit pas, il s'arrêta devant elle. Tu veux dire que depuis tout ce temps, tu vis caché à cause de ce que tu sais? Clémence baissa les yeux. Son silence confirmait plus qu'il ne taisait. Il y avait encore quelque chose, une partie de l'histoire qu'elle refusait de lui livrer. Antoine s'approcha, s'agenouilla devant elle, son regard à la hauteur du sien. « Je veux comprendre, Clémence, vraiment, mais tu dois m'aider. » Elle releva la tête. Son visage semblait porter 10 années de douleur condensées en une seule expression. Puis elle dit, avec une lenteur pesée, « J'ai eu peur. Pas seulement pour moi, pour elle, pour toi. Et je me suis dit que disparaître était la seule solution. Mais aujourd'hui, je ne suis plus sûr d'avoir eu raison. » Ce doute, ce petit tremblement dans sa voix, fut le premier signe qu'elle abaissait enfin ses défenses.
Antoine tendit la main et effleura celle de Clémence. Ce simple contact semblait les relier à une époque qu'ils avaient tous deux tenté d'oublier. Mais il sentait que le chemin vers la vérité était encore long. Ce qu'elle lui avait confié n'était qu'une infime partie. Il y avait d'autres couches, d'autres blessures, d'autres secrets. Il se leva, inspira profondément. « Je vais trouver ce qu'ils t'ont fait. Je veux tout savoir. Et cette fois, tu ne me laisseras pas dehors. » Clémence ne répondit pas. Mais elle ne détourna pas le regard. C'était pour Antoine le début d'un accord silencieux. Une alliance nouvelle, fragile, mais réelle. Et cette fois, il ne reculerait pas. Les jours qui suivirent furent traversés d'une tension latente, une attente silencieuse entre deux vérités. Antoine continuait de visiter Clémence et Élise presque quotidiennement. Il ne posait plus de questions directes. Il observait, il écoutait. Il cherchait dans les silences et dans les gestes des fragments de l'histoire que Clémence refusait encore de dévoiler complètement. Elle avait planté une première graine de vérité, mais le sol restait sec, dur, couvert de pierres qu'il lui faudrait encore déterrer une à une. Antoine, habitué à négocier des contrats de plusieurs millions d'euros, à disséquer des entreprises pour en comprendre les failles, se retrouvait face à un mystère autrement plus personnel, plus viscéral. Ce n'était plus une affaire de stratégie, c'était une affaire de cœur. Un après-midi, alors que Paris baignait dans une rare lumière d'automne, il emmena Élise au jardin du Luxembourg. Clémence avait accepté, non sans hésitation, après une discussion brève presque mécanique. La fillette, ravie, découvrait les allées, les bassins, les petits voiliers flottant à la surface de l'eau avec une excitation tranquille. Antoine, lui, la regardait vivre avec une fascination qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Chaque sourire d'Élise creusait un peu plus en lui ce vide qu'il ne savait pas encore nommer. Ce n'était pas seulement la paternité qui l'envahissait, c'était le regret. Le regret de ces années volées, de cette enfance qu'il n'avait pas vu grandir. De retour chez Clémence, il lui parla. Il lui dit qu'il voulait reconnaître Élise, officiellement, qu'il voulait la sortir de cette précarité, lui offrir un avenir digne de ce nom. Clémence le regarda, d'abord surprise puis craintive. Elle ne répondit rien. Antoine insista. Elle finit par lui demander de s'asseoir. « Tu penses que c'est une question d'argent, Antoine ? Tu crois que ce que nous vivons ici est le fruit d'un manque de ressources ?» Il comprit que la discussion allait prendre un tournant inattendu. Il croisa les bras, patient. « Non, dit-il, je pense que c'est une question de choix, et je veux faire le mien maintenant. » Tard peut-être, mais sincèrement, elle secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu aides, c'est que je ne sais plus comment accepter d'être aidé. J'ai passé des années à survivre seul, à refuser la pitié, à camoufler la honte. Et aujourd'hui tu reviens, tu veux réparer, mais il ne suffit pas de vouloir. » Antoine sentit une bouffée d'impuissance monter en lui. « Tu me punis, Clémence. »« Non, je me protège. » Elle parlait d'un ton calme, mais ses mains tremblaient légèrement. Il remarqua ce détail. Il vit aussi la manière dont elle regardait Élise, assise à dessiner dans un coin, inconsciente du poids de cette conversation. Clémence reprit. « Après ta dernière visite, je me suis regardé dans le miroir, et j'ai eu honte, pas de t'avoir quitté, pas d'avoir fui, mais d'être devenue cette femme, cette version de moi que je n'ai jamais choisie. » Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, bras croisés. « Quand j'étais avec toi, je me sentais forte, ambitieuse. Je croyais pouvoir tout affronter, mais quand tout s'est écroulé, autour de moi, le travail, la santé, les menaces, j'ai été ravalée au rang de survivante. Et tu sais ce qu'on apprend en survivant? À s'effacer, à devenir invisible, à ne plus déranger, alors te revoir, toi, intact, puissant, sûr de toi. C'est comme regarder une vie parallèle que j'ai perdue. » Antoine s'approcha, doucement. « Mais je n'ai jamais voulu que tu disparaisses. J'ai cru que tu étais parti par choix. Tu aurais pu me dire « Non, je ne pouvais pas. J'étais enceinte, licenciée, sans ressources, malade. J'ai eu une pneumonie. J'ai failli mourir. Et dans ce lit d'hôpital, seul, j'ai compris que je ne pouvais pas revenir vers toi avec cette image. Tu te serais senti obligé. Tu aurais voulu me sauver. Et je ne voulais pas être sauvé. Je voulais me relever seul. » Il la regardait, sans ciller. Elle avait parlé d'un souffle, d'un seul jet, comme si ces mots avaient attendu toutes ces années pour sortir. Il vit les larmes dans ses yeux qu'elle refusa de laisser tomber. « Tu m'as jugé trop fort pour que je puisse échouer.
souffla-t-il. Peut-être, ou peut-être que je me suis jugé trop faible pour être aimé malgré ça. Le silence qui suivit fut long. Antoine s'assit, à bout de souffle. Il venait de comprendre que ce qu'il affrontait n'était pas seulement une femme blessée, mais une dignité cabossée, recroquevillée sur elle-même, et qu'il ne pourrait la forcer à sortir de cette coquille. Il lui tendit la main. « Je ne te demande pas de me faire confiance tout de suite, mais laisse-moi rester, laisse-moi être là. Pas pour réparer, juste pour construire autre chose, à partir de maintenant. » Clémence ne bougea pas immédiatement. Puis, lentement, elle s'approcha, posa sa main sur celle d'Antoine. Un geste simple mais lourd de tout ce qu'il n'avait pas su dire avant. Ce n'était pas encore un pardon, ce n'était pas encore un futur, mais c'était une faille dans le mur, une première pierre déplacée dans l'édifice de la honte. Élise leva les yeux vers eux et sourit, sans comprendre. Mais peut-être, au fond, elle comprenait tout. Antoine, une fois la barrière émotionnelle, légèrement fissurée, comprit qu'il ne pouvait plus se contenter des fragments de vérité que Clémence acceptait de lui donner. Quelque chose dans son regard, dans sa manière de raconter, sonnait vrai, mais incomplet. Il connaissait assez les gens pour percevoir les non-dits, les silences trop parfaits, les trous dans les récits. Et à mesure qu'il reconstituait le puzzle, il sentait que certaines pièces manquaient intentionnellement. Elle lui avait parlé de menaces, d'un ancien employeur, de licenciements, de maladies, mais jamais avec des détails concrets, jamais avec des noms, des lieux, des dates. C'était comme si elle redoutait que la vérité, une fois exprimée pleinement, devienne irréversible. Alors il décida d'agir seul. Il commença par consulter d'anciens contacts. Antoine, malgré sa vie strictement réglée, gardait un réseau d'anciens amis, de collègues, de partenaires d'affaires. Il activa ses leviers sans attirer l'attention, glissant des questions dans des conversations banales, lançant des recherches sous couvert de curiosité professionnelle. Il savait que Clémence avait travaillé dans une entreprise spécialisée en logistique, une société moyenne, mais influente dans le transport international. Le nom lui revint. Merval Transport. Il envoya un message codé à un ancien camarade de Sciences Po, aujourd'hui journaliste d'investigation. Ce dernier promit de regarder ce qu'il pouvait trouver. Les premiers retours confirmèrent ce que Clémence avait évoqué à demi-mot. À l'époque, Merval Transports avait été impliqué dans un scandale interne étouffé. Des documents avaient été falsifiés pour maquiller des fraudes douanières. Des primes avaient été versées illégalement, mais aucune plainte officielle n'avait jamais été déposée. Et surtout, aucun nom de lanceur d'alerte n'avait émergé. Antoine se souvint d'une conversation avec Clémence des années auparavant. Elle lui avait dit qu'elle voulait faire ce qui est juste, qu'elle croyait en l'intégrité comme socle du travail. Il n'avait pas pris la mesure de cette conviction à l'époque, la rangeant parmi les idéaux doux et utopiques qu'il ne partageait pas totalement. Aujourd'hui, cette mémoire prenait une dimension nouvelle. Elle avait sans doute voulu dénoncer, et elle avait payé. Il poursuivit ses recherches. Il consulta les archives de presse, passa des heures dans des bases de données juridiques, relut les bilans financiers publics de Merval sur les 5 dernières années. Un nom revenait fréquemment dans les notes internes qui avaient fuité à l'époque. Arnaud Delmas, directeur régional, responsable de plusieurs filiales en Europe, réputé pour ses méthodes agressives et ses résultats spectaculaires. Un homme apprécié de la direction, mais craint par les employés. Antoine chercha son visage. Il le trouva dans un article économique daté de 8 ans plus tôt. Un regard froid, des traits durs, un sourire mécanique. Il sut immédiatement qu'il tenait un fil. Il continua. Trouva une ancienne collègue de Clémence par l'intermédiaire d'un forum professionnel oublié. Elle accepta de le rencontrer. Le rendez-vous eut lieu dans un café anonyme, à Satosatsaïs, l'écart du centre. La femme, une certaine Nadège, s'installa face à lui avec une nervosité palpable. Elle regardait autour d'elle comme si elle craignait d'être suivie. Antoine la rassura, expliqua son lien avec Clémence. Elle soupira longuement. « Je me doutais qu'un jour quelqu'un poserait des questions, mais je ne pensais pas que ce serait toi. » Il l'écouta sans l'interrompre. Elle raconta que Clémence avait découvert un réseau de fausses déclarations dans les transports entre la France et l'Europe de l'Est. Elle avait constitué un dossier, tenté de l'envoyer à un syndicat, puis à un cabinet d'avocats. Mais Delmas l'avait su avant. Elle avait été convoquée, isolée, menacée, puis sans préavis, elle avait été mise à pied.
Nadège se souvenait d'un après-midi particulier. Clémence, tremblante, était sortie des bureaux en larmes, une lettre à la main. 3 jours plus tard, elle ne donna plus signe de vie. On a tous compris qu'elle avait fui. Personne ne l'a revue. Et Delmas? Intouchable. Il a même été promu l'année suivante. Antoine serra les poings. Tout prenait forme. Clémence n'avait pas seulement fui la honte ou la pauvreté. Elle avait fui un système qui l'avait broyée. Et elle l'avait fait seule, volontairement, pour ne pas l'impliquer, pour ne pas lui transférer ce danger. Il la remercia, paya les consommations, repartit avec une copie d'un ancien email que Nadège avait conservé où Delmas évoquait la gestion du cas Moreau avec une froideur clinique. Antoine le lut plusieurs fois. Il sentit une colère froide l'envahir. Ce n'était plus une simple affaire de retrouvailles et de regrets. C'était une affaire de justice. Il ne pouvait plus rester immobile. Le soir même, il retourna chez Clémence. Elle vit dans ses yeux qu'il avait découvert quelque chose. Il s'assit, sortit les documents, les posa sur la table. « Je sais ce qu'ils t'ont fait. » Elle pâlit, mais ne parla pas. Antoine continua. « Tu as été piégé, menacé, effacé, et tu as tout porté seul. Mais ce temps-là est terminé. Je vais m'occuper de Delmas, de tout ce système. Tu n'as plus à te cacher. » Clémence regarda les papiers, les mains, tremblantes. Une larme unique roula sur sa joue. « Tu ne comprends pas, Antoine. S'ils savent que tu t'en mêles, Il la coupa, calme mais ferme. « Qu'ils sachent, qu'ils comprennent que je suis prêt. Cette fois, c'est eux qui vont avoir peur. » Et dans ce regard, elle sut qu'il ne bluffait pas. L'air parisien était plus lourd que d'habitude, comme chargé de l'électricité d'un orage qui se refusait à éclater. Antoine arpentait les couloirs feutrés de son immeuble de bureau, mais cette fois, son pas ne résonnait pas avec la même régularité. Son esprit était ailleurs. Depuis sa conversation avec Clémence et la révélation des documents de Nadège, un nom obsédait ses pensées comme un refrain sinistre, Arnaud Delmas. Un homme de l'ombre dont les méthodes étaient connues dans certains cercles, mais jamais officiellement exposées. Antoine savait que pour faire tomber un homme comme lui, il ne suffisait pas de l'attaquer frontalement. Il fallait remonter les racines, comprendre les alliances, exposer les failles. Et il était prêt à le faire, même si cela signifiait s'aventurer sur un terrain glissant. Il fit appel à un autre contact, un ancien analyste financier reconverti dans le journalisme économique d'investigation. Ce dernier, après une brève conversation cryptée, accepta de l'aider. En quelques jours, Antoine avait entre les mains une série de rapports internes, de courriels anonymes, d'archives de transactions douteuses impliquant Delmas. Il découvrit un réseau complexe de sous-traitants, de filiales écrans, d'enveloppes compensatoires. Rien d'illégal en apparence, mais chaque pièce ajoutée au puzzle dévoilait un motif plus sombre. Antoine n'était pas seulement face à un homme malveillant. Il était face à un système construit pour l'impunité. Il décida de confronter Clémence avec les nouvelles preuves. Elle l'accueillit avec une prudence nouvelle, mêlée d'appréhension. Il posa les documents sur la table, pointa les passages essentiels, les noms, les dates. « C'est lui, n'est-ce pas? Delmas ?» Clémence fixa une ligne imprimée, les lèvres serrées, puis elle murmura « Oui, c'est lui. » Sa voix tremblait. Elle attrapa une feuille et la lut longuement, les yeux brillants. Il y avait là, sous ses doigts, la confirmation tangible d'un passé qu'elle avait tenté d'enterrer. Antoine, en la regardant, comprit que ces papiers ne représentaient pas seulement une preuve. Ils représentaient une résurrection violente de tout ce qu'elle avait voulu oublier. « Il m'a appelé une fois, 6 mois après mon départ, dit-elle soudainement. Il m'a dit que si je parlais, même à un avocat, il s'en prendrait à ceux que j'aimais. Il connaissait ton nom, Antoine. Il savait tout de toi. » Antoine sentit une chaleur glacée lui monter dans la nuque. Cette menace ancienne, invisible jusqu'à présent, prenait forme. Il comprenait enfin pourquoi Clémence l'avait exclu de sa fuite. Ce n'était pas un rejet, c'était un sacrifice. « Il ne peut plus faire ça, » répondit Antoine. « Pas avec ce que nous avons. » Clémence secoua la tête. « Ce que tu as, là c'est de la poussière. Il faut du concret, du solide, quelque chose que la presse ou la justice ne pourra pas ignorer. » Alors Antoine prit une décision. Il allait obtenir ce concret. Il retourna voir son contact journaliste, lui demanda de tendre un piège légal, une caméra cachée, une rencontre fortuite organisée dans un cadre où Delmas penserait avoir le contrôle.
Le journaliste s'occuperait de la logistique. Antoine jouerait le rôle du naïf intéressé par un partenariat avec Merval Transport, une manœuvre habile basée sur sa propre entreprise et sa position d'influence. L'angle d'approche serait économique, neutre, professionnel. Delmas ne se méfierait pas immédiatement. Avant cette confrontation, Antoine retourna voir Clémence. Elle semblait plus fatiguée encore, mais aussi soulagée. Quelque chose dans sa posture avait changé. Elle n'attendait plus d'être sauvée. Elle assistait à la naissance d'une contre-offensive qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Tu es sûr de vouloir t'impliquer à ce point ?» demanda-t-elle. « C'est déjà fait. » Elle hocha la tête, le regard perdu dans la fenêtre. Paris brillait doucement derrière la vitre, indifférente à leur drame intime. « Tu sais, dit-elle, je t'ai détesté. Pas toi, vraiment. Mais l'image de toi, ta réussite, ta force, ta constance. Pendant que je me cachais, que je fouillais les poubelles parfois, que je soignais Élise avec des remèdes de fortune, je t'imaginais dans un bureau avec vue sur la ville. Je t'en voulais d'avoir la vie que je n'avais plus. » Il ne répondit pas immédiatement. Il savait que ce n'était pas une accusation, mais une confession. Une manière de dire qu'elle avait souffert seule dans l'ombre et qu'il avait symbolisé malgré lui cette lumière qu'elle ne pouvait plus atteindre. « Je suis désolé, dit-il simplement. Elle se tourna vers lui. « Ce n'est pas à toi de l'être. » Illy eut alors un silence, non pas pesant mais apaisé, une suspension fragile dans le tumulte. Antoine comprit qu'elle le laissait entrer à nouveau dans son espace, non comme un héros mais comme un allié, et c'était tout ce dont il avait besoin. Le jour de la rencontre avec Delmas arriva. Antoine enfila son costume le plus sobre, révisa son discours, coordonna les détails avec le journaliste infiltré. Le rendez-vous était fixé dans un salon privé d'un hôtel 5 étoiles, sous couvert d'un déjeuner d'affaires. Delmas arriva avec un sourire commercial, une poignée de main ferme, le regard analytique. « Monsieur Lefebvre, j'ai entendu parler de vous. Impressionnant, ce que vous avez construit. » Antoine répondit avec mesure, entra dans le jeu, parla de logistique, de croissance, de fusion possible, puis subtilement glissa une question anodine. « Et côté ressources humaines, comment gérez-vous les conflits internes ?» Delmas eut un léger rictus. « Oh, vous savez, dans notre milieu, il faut parfois être créatif. Il y a toujours des éléments perturbateurs. Il faut savoir les neutraliser. Discrètement. Les caméras discrètes enregistraient. Antoine le savait, mais ce moment, ce glissement presque naturel vers la confession d'un homme trop sûr de lui, fut plus fort que toutes les preuves précédentes. Delmas parlait avec arrogance, évoquant même des dossiers enterrés, des accords à l'amiable pour éviter le scandale. Quand Antoine quitta l'hôtel, il savait que le combat avait réellement commencé, et que cette fois, Clémence n'aurait plus à se taire. Le lendemain du rendez-vous avec Delmas, Antoine se leva avant l'aube, le cœur serré d'une appréhension nouvelle. Il avait revu les enregistrements, entendu chaque mot, chaque ricanement chargé de suffisance. Il avait voulu provoquer ce moment. Il l'avait planifié, mais à présent que les preuves étaient tangibles, irréfutables, une autre peur surgissait, celle de ce que cette vérité allait coûter, à lui, à Clémence, à Élise. Il n'était plus seulement un témoin, mais un acteur central dans une histoire de représailles, de pouvoir et d'abus systémiques. Il reçut l'appel du journaliste en début de matinée. La voix à l'autre bout était calme, mais tendue. « On a ce qu'il faut. Les avocats du journal sont en train d'analyser les enregistrements. On prépare un dossier complet. Ce sera publié dans une semaine, peut-être moins, selon les retours de la cellule d'enquête. » Antoine remercia, raccrocha, puis s'autorisa un bref moment de silence dans son bureau. Son regard se perdit dans les vitres sans teint de la tour où il avait construit son empire. Il pensa à Clémence, à la jeune femme qu'il avait connue autrefois, passionnée, ambitieuse, qui croyait encore que le monde pouvait être changé par la parole. Elle n'avait pas changé au fond. C'était le monde autour d'elle qui avait été trop brutal, trop cynique pour sa droiture, et aujourd'hui, ce monde allait devoir lui rendre des comptes. Il se rendit chez elle, enfin, de journée. Clémence lui ouvrit la porte avec un regard qu'il ne lui connaissait pas encore, un mélange d'espoir et de peur résignée. Elle n'avait pas posé de questions par téléphone, mais elle attendait, il le savait. Il entra, posa sa sacoche, s'assit sans cérémonie. C'est fait, on a tout. Enregistrement, documents, témoignages, il a parlé.
Il s'est condamné, lui-même. Clémence se laissa tomber sur la chaise en face de lui. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, lentement, elle dit « J'ai rêvé de ce moment. Et maintenant qu'il est là, j'ai peur. Pas pour moi, pour vous deux. » Antoine s'approcha, lui prit les mains. « Je t'ai dit que je ne reculerai pas. Je sais ce que je fais. Et cette fois, je ne suis pas seul. Tu ne l'es plus non plus. » Elle serra ses doigts, mais n'osa pas sourire. Une part d'elle restait attachée à cette vigilance née de la survie. Tu ne sais pas ce dont il est capable. Il a des gens, des connexions. Il n'est pas seulement un homme d'affaires véreux. Il connaît les failles du système. Il sait comment faire disparaître les preuves. Et les gens. Antoine lui raconta ce que le journaliste lui avait dit, les précautions prises, les protocoles de protection mis en place. Mais il voyait bien que Clémence n'était pas apaisée. Ce n'était pas une affaire d'assurance ou de logique, c'était une affaire de mémoire. Elle avait vécu sous cette menace, jour après jour pendant des années, et cette peur-là ne se dissipait pas avec des promesses. « Il m'a suivi une fois », confessa-t-elle, « après que j'ai quitté mon appartement. J'étais enceinte. Il m'a retrouvée dans un foyer pour femmes. Il ne m'a rien fait. Il m'a juste regardé, puis il a dit « Rappelle-toi que je sais où tu es. » Ensuite, il est parti. Antoine sentit la colère monter à nouveau, une chaleur rageuse qui serra sa gorge. Il paiera pour ça aussi. Clémence secoua la tête. Ce que je veux, ce n'est pas qu'il souffre, c'est qu'il disparaisse, qu'il perde ce pouvoir, qu'il ne puisse plus jamais faire ça à personne. Antoine comprenait. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de justice, d'éradiquer une menace qui avait trop longtemps pesé sur elle, et à travers elle, sur tant d'autres. Dans les jours suivants, les premiers effets se firent sentir. Des appels anonymes commencèrent à affluer sur les lignes personnelles d'Antoine, des messages sans contenu, des silences lourds, des textos avec des mots isolés, « Arrête, réfléchis, prochaine cible ». Il en informa les autorités discrètement. Le journaliste fit de même. Il savait que c'était une tentative d'intimidation. Rien de nouveau dans ce genre de scandale. Mais Antoine sentit que le filet se resserrait. Ils étaient à un point de bascule. Soit Delmas et son réseau reculaient, soit ils passaient à l'offensive. Il renforça la sécurité autour de Clémence et Élise. Il engagea un garde discret, ancien militaire, pour veiller sur elle sans les effrayer. Il ne lui dit pas tout. Il voulait qu'elle continue de vivre ses jours avec un semblant de paix, de normalité. Une nuit, alors que tout semblait calme, Élise fit un cauchemar. Antoine était resté dormir sur le canapé du petit appartement. Il l'entendit pleurer, se leva, la trouva recroquevillée sur le matelas. « Maman était dans le noir et elle pleurait, » dit-elle en le voyant. Et il y avait un monsieur qui criait fort. Il la serra contre lui, murmura que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais au fond de lui, il savait que les enfants ressentent bien plus qu'on ne leur dit, et que le danger, même invisible, avait déjà laissé une trace. Au matin, Antoine regarda Clémence préparer le petit déjeuner. Elle avait les traits tirés, mais elle souriait à Élise, lui parlait doucement. Il sut alors, avec une certitude tranquille, qu'il n'avait pas le droit d'échouer. Ce n'était plus seulement une affaire à résoudre, c'était leur avenir à toutes les deux qu'il devait protéger. Et cette fois, il irait jusqu'au bout. Antoine arriva à l'hôtel Bristol à 9h30 précise, son visage impassible, son allure stricte. Il portait un costume, sombre, discret mais parfaitement ajusté, comme une armure de circonstance. Ce matin-là, il n'était pas simplement un entrepreneur à succès. Il était l'homme qui allait mettre un terme à une décennie de silence, de peur et de dissimulation. La salle de conférence, réservée pour une réunion fictive avec une prétendue délégation d'investisseurs étrangers, avait été préparée selon les instructions du journaliste. Tout y semblait anodin, professionnel, mais chaque détail servait un dessin clair, confronter Arnaud Delmas avec une vérité filmée, capturée, prête à éclater au grand jour. Delmas entra à son tour accompagné de 2 collaborateurs. Il avait le même air de suffisance, la même assurance glaciale que lors de leur premier échange. Mais cette fois, Antoine ne lui tendit pas la main. Il se contenta d'un hochement de tête. Delmas le remarqua, mais n'en dit rien. Il s'assit à l'extrémité de la table, sortit quelques dossiers factices et se pencha en avant. « Alors, monsieur Lefebvre, prêt à faire prospérer vos projets logistiques avec nous ?» Antoine prit le temps de le regarder.
Il voyait maintenant, avec une clarté nouvelle, l'étendue de la manipulation derrière chaque mot, chaque sourire. Il ouvrit son attaché-case, sortit un petit dossier, le posa sur la table, l'ouvrit. « Je ne suis pas ici pour parler de logistique, monsieur Delmas. Je suis ici pour parler de Clémence Moreau. » Le nom claqua comme une gifle. Delmas releva lentement les yeux. Un éclair de méfiance passa dans son regard. Les deux collaborateurs échangèrent un regard inquiet. Antoine continua. « Vous vous souvenez d'elle, évidemment. Employée chez Merval il y a 10 ans. Celle qui a tenté de dénoncer vos fraudes. Celle que vous avez réduite au silence. » Delmas ne répondit pas. Il s'était redressé légèrement, ses épaules plus rigides, son visage devenu plus fermé. « Je ne vois pas où vous voulez en venir, » répondit-il finalement. Antoine sortit alors un second document, une transcription partielle de leur dernière rencontre, accompagnée d'un extrait audio. Il appuya sur un bouton. La voix de Delmas s'éleva parfaitement claire, prononçant ces mots. « Il faut savoir neutraliser les éléments perturbateurs, discrètement. » Un silence glaçant s'abattit dans la pièce. Delmas pâlit. Ses collaborateurs, désormais crispés, comprenaient que cette réunion n'en était pas une. Antoine se pencha à son tour. « Vous avez admis votre méthode. Devant témoins, devant caméra. Et croyez-moi, ce n'est qu'une partie de ce que nous avons. Nous avons aussi les emails, les témoignages, les documents comptables. » Delmas tenta de reprendre le dessus. « Vous pensez pouvoir m'intimider? Vous n'avez rien qui tienne devant un tribunal. Peut-être pas encore, mais la presse va publier un dossier complet. Dans 48 heures, vous serez nommé, exposé, et ce ne sera pas une simple rumeur. Ce sera un scandale national. » Delmas se leva brusquement. « Vous êtes fou. Vous allez ruiner votre réputation, pourquoi? Une ex? Une vieille histoire ?» Antoine se leva à son tour. Sa voix, lorsqu'elle répondit, était plus calme que jamais. « Ce n'est pas une vieille histoire. C'est la mère de ma fille. Et ce que vous lui avez fait, vous ne le ferez plus jamais à personne. » Delmas resta figé, bouche entr'ouverte. Il comprenait enfin que l'homme face à lui n'était pas venu négocier. Il était venu déclarer la guerre. Et cette guerre, cette fois, ne se gagnerait pas avec des menaces. Antoine quitta la salle sans un mot de plus. Il descendit les marches de l'hôtel d'un pas rapide, mais sans précipitation. Son cœur battait fort, mais avec une étrange sérénité. Il savait ce qui allait suivre, les réactions de panique, les coups de téléphone, les tentatives désespérées de négociation, peut-être même des menaces plus explicites. Mais rien ne pourrait enrayer ce qui avait été mis en marche. Le soir, il retrouva Clémence. Elle l'attendait dans l'ombre de l'appartement, la lumière tamisée, Élise endormie dans la pièce voisine. Antoine s'approcha, posa les documents sur la table, s'assit en face d'elle. Il sait, et il a peur. Elle le fixa longuement, sans parler. Puis elle ferma les yeux. Une larme roula lentement sur sa joue, sans qu'elle tente de l'arrêter. « J'ai attendu ce jour si longtemps, murmura-t-elle. Et maintenant qu'il est là, je n'arrive pas à y croire. » Antoine prit sa main, l'enveloppa dans la sienne. « Tu n'as plus à te cacher. Tu n'as plus à avoir peur. » Elle ouvrit, les yeux, le regard brillant. « Et toi, tu sais ce que ça va te coûter? Ton image, ton entreprise, tout ce que tu as bâti? Je sais, et je suis prêt. Ce que j'ai à perdre ne vaut pas ce que j'ai déjà retrouvé. » Elle ne répondit rien. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda la ville qui brillait au loin, puis elle souffla. « Alors, demain on... Attends. » Antoine se leva, s'approcha, la rejoignit dans le silence. « Non. Demain, on se prépare à recommencer. » Et pour la première fois depuis leur retrouvaille, ils se tinrent côte à côte, unis non plus par le passé, mais par un avenir qu'ils n'avaient jamais osé espérer. Le matin où le scandale éclata, Paris semblait respirer plus vite. Dans les kiosques, les gros titres défilaient sous les yeux médusés des passants. Sur les écrans des télévisions accrochés dans les halls d'hôtels ou les cafés, les images de Delmas en costume, quittant un bâtiment sous les flashs des photographes, se succédaient en boucle. La presse nationale n'avait pas mâché ces mots. « Corruption et menaces. Le réseau Delmas démasqué », titrait Le Monde. Un empire de silence brisé enchaînait Libération. Même les journaux économiques, d'ordinaire plus prudents, s'étaient emparés du sujet. Antoine regardait tout cela depuis son bureau vitré, les bras croisés, le regard grave. Il avait choisi de ne pas donner d'interview.
Le journaliste qui avait conduit l'enquête tenait à ce que le récit reste centré sur les faits, sur les preuves, et non sur les émotions. Le visage de Clémence n'apparaissait nulle part. Tout avait été soigneusement anonymisé, les informations personnelles masquées. Le nom d'Élise n'était mentionné nulle part. Antoine avait veillé à cela comme à la prunelle de ses yeux. Il n'était pas question que leur histoire devienne un spectacle. Ce n'était pas une revanche médiatique, c'était une mise en lumière nécessaire. Mais la réaction fut immédiate. Delmas fut convoqué au commissariat central dès le lendemain. Il refusa de parler dans un premier temps, puis tenta d'accuser ses subordonnés, de nier les enregistrements, de contester leur validité. Il engagea un avocat réputé, multiplia les déclarations ambiguës, mais rien n'y fit. Les preuves étaient trop nombreuses, les témoignages trop solides, les pressions trop visibles pour être ignorées. Plusieurs anciens employés de Merval sortirent enfin de leur silence. Ils confirmèrent le climat de peur, les menaces, les licenciements abusifs. Un vent de libération soufflait sur les anciens bureaux de la société, dont le siège social fut temporairement fermé pour audit. Antoine reçut des messages, certains anonymes le félicitant, d'autres, plus venimeux, lui reprochant de s'attaquer à un pilier de l'économie nationale. Mais il ne répondit à aucun. Il gardait son calme, concentrait son énergie sur le seul objectif qui comptait désormais, veiller à ce que Clémence et Élise retrouvent une vie digne. Lorsqu'il se rendit chez Clémence ce soir-là, elle l'attendait devant la télévision, les jambes repliées sous elle, une couverture sur les épaules. Élise dormait déjà. Antoine s'assit à côté d'elle. Ils regardèrent en silence un extrait du journal télévisé. Le visage de Delmas, cette fois, était flou. Les mots employés étaient oppressifs, inculpés, fraude, menace, chantage. Clémence ne disait rien. Elle serrait simplement ses bras contre elle, comme si elle cherchait à se retenir de tomber. Puis, soudainement, elle se mit à pleurer. Pas de ces larmes silencieuses et maîtrisées. Non. Un sanglot entier, incontrôlable, comme si toutes les années de silence, de peur, de solitude se relâchaient en un seul souffle. Antoine l'enlaça, sans mots, laissa ses larmes se répandre sur son épaule. Il sentait son corps secoué, comme libéré d'un poids ancestral. « Je ne pensais pas que ce jour arriverait », murmura-t-elle entre deux sanglots. « Je m'étais résigné. Je pensais que c'était fini, que j'avais été effacé. » Antoine serra ses bras un peu plus fort. « Tu n'as jamais été effacé. Ils t'ont fait croire que tu ne comptais plus, mais ils avaient peur de ta voix, de ton intégrité. Aujourd'hui, ils sont ceux qui se cachent. » Elle s'écarta légèrement, essuya ses joues. Son regard était rouge, mais clair. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il lui prit la main, la regarda longuement. « Maintenant, on recommence. Différemment, ensemble, si tu le veux. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, alla voir Élise, vérifia qu'elle dormait paisiblement, puis revint. Elle s'assit à côté de lui. « Je ne sais pas si je suis prête à tout reprendre. Ma vie d'avant, elle n'existe plus. Je ne sais pas comment vivre dans ton monde, dans ton rythme, avec ce que je suis devenu. » Antoine l'écouta. Il ne chercha pas à la convaincre. Il savait que la hâte serait une erreur. On n'a pas besoin de retourner dans le passé. On peut construire un espace nouveau. Pas celui de mes habitudes, ni celui de tes souvenirs. Un autre, le nôtre. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as rien à prouver. Elle le regarda, une expression confuse entre doute et espoir. Tu crois vraiment que c'est possible? Je ne sais pas, mais j'ai envie d'essayer, et je ne veux pas le faire seule. Elle hocha lentement la tête. Ce n'était pas un oui, pas encore. Mais c'était un début, un frémissement de confiance. Antoine se leva, alla dans la cuisine, prépara 2 tasses de thé. Lorsqu'il revint, elle avait repris sa place sur le canapé, plus droite, plus calme. Ils burent en silence. La télévision continuait de murmurer en fond, mais ni l'un ni l'autre n'écoutait vraiment. Leur attention était ailleurs, tournée vers quelque chose de plus intime, plus incertain mais aussi plus vrai. À la fin de la soirée, Clémence le raccompagna jusqu'à la porte. Elle posa la main sur la poignée, hésita, puis déclara « Demain matin, Élise voudra sûrement te montrer son dessin. Elle a dessiné une maison avec 3 fenêtres et 3 personnes à l'intérieur. » Antoine sourit, doucement. « 3, hein ?»« 3, oui. » Elle ouvrit la porte. Il sortit, fit quelques pas dans le couloir, puis se retourna. « Clémence ? Oui ? Merci.
de m'avoir laissé entrer. » Elle répondit sans détourner le regard. « Merci de ne pas avoir frappé trop fort. » Puis elle referma la porte. Antoine descendit les escaliers lentement, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Dans la rue, les lumières de la ville semblaient moins froides, moins lointaines. Un monde s'effondrait, mais un autre, plus fragile et plus sincère, commençait à naître. Et cette fois, il savait exactement où il voulait être. L'hiver avait commencé à glisser lentement sur Paris, enveloppant les toits dans un voile de brume fine, presque invisible. Les jours raccourcissaient, les pas des passants devenaient plus pressés, plus silencieux. Pourtant, dans le petit appartement que Clémence partageait avec Élise, un autre type de transformation avait lieu, plus subtil, plus profond. Antoine avait pris l'habitude d'y venir régulièrement, mais sans imposer de rythme. Il restait parfois 1 heure, parfois une journée entière, mais ne dormait plus systématiquement sur le canapé. Ce n'était pas un retour à la normalité, car il n'y avait plus de normalité possible après tant d'années d'absence. C'était une phase de redécouverte, d'écoute, de patience partagée. Clémence, de son côté, oscillait entre l'intuition du renouveau et les éclats persistants de l'ancien chaos. Elle tentait de réapprendre à vivre avec quelqu'un, non pas seulement dans l'espace, mais dans le temps. Elle observait Antoine comme on observe un souvenir devenu réalité, avec prudence, mais aussi avec tendresse. Elle n'attendait plus de lui des réponses, ni des miracles. Elle voulait simplement savoir s'il était capable de rester, de s'ancrer dans ce présent désordonné, sans chercher à le transformer selon ses anciennes règles. Une routine douce et fragile s'établit. Le matin, Élise dessinait sur la table basse, pendant que Clémence préparait du café. Antoine, lorsqu'il était là, proposait des jeux de logique à sa fille, intrigué par son esprit vif, sa curiosité sans relâche. Il était fasciné par la capacité qu'elle avait à faire jaillir des questions inattendues, à relier des idées comme s'il s'agissait de fils invisibles qu'elle savait tisser sans effort. Clémence les regardait, parfois à distance, parfois en participant, mais toujours avec cette conscience aiguë de ce qu'ils avaient failli ne jamais connaître. Un soir, après avoir couché Élise, Clémence s'assit à côté d'Antoine sur le canapé. Elle lui tendit une enveloppe jaunie. Il l'ouvrit avec précaution et découvrit à l'intérieur une série de lettres jamais envoyées. Elles étaient adressées à lui. Clémence les avait écrites au fil des années, dans des moments de solitude, de peur, de colère. Il lut la première en silence. C'était une lettre écrite peu après la naissance d'Élise. Elle y racontait la douleur physique, l'angoisse, le manque. La deuxième, plus tardive, parlait d'un hiver passé dans un centre d'hébergement temporaire, de nuits glacées, de regards fuyants, de larmes retenues pour ne pas effrayer sa fille. Il ne termina pas toutes les lettres ce soir-là. Il en garda certaines pour plus tard, comme des chapitres d'un livre qu'il voulait découvrir avec respect. Lorsqu'il releva la tête, Clémence le regardait non pas pour observer sa réaction, mais pour s'assurer qu'il était toujours là, malgré tout. Il tendit la main, la posa sur la sienne. « Ce que tu as traversé, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. » Elle haussa légèrement les épaules. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste survécu, c'est tout. » « Non, tu as gardé ta fille en vie, tu lui as appris à sourire, tu lui as laissé l'espace pour devenir elle-même. C'est peut-être la chose la plus forte que j'ai jamais vue. » Elle détourna le regard, comme si ces mots étaient trop lourds à porter. Mais elle ne le repoussa pas. Ils restèrent ainsi, longtemps sans parler. Quelques semaines plus tard, Antoine proposa de déménager, pas pour tout effacer, mais pour leur offrir un espace plus adapté, plus confortable. Clémence hésita. Ce petit appartement, malgré sa modestie, avait été leur refuge. Elle y avait pleuré, ri, résisté. Mais elle comprit aussi qu'elle ne pouvait pas bâtir l'avenir uniquement à partir du passé. Ils visitèrent quelques logements ensemble, en silence, accompagnés par Élise, qui donnait son avis avec la gravité d'une petite adulte. Ils finiraient par choisir un endroit calme, un peu à l'écart du centre mais bien desservi. Un appartement lumineux avec 3 chambres, une petite terrasse et une vue sur les toits. Lorsqu'ils emménagèrent, Clémence garda dans une boîte les objets les plus marquants de leur ancienne vie. Le carnet de santé d'Élise, quelques dessins, les lettres jamais envoyées, un foulard usé qu'elle portait durant les nuits, les plus froides. Antoine adapta son emploi du temps.
Il travailla davantage à distance, participa aux rendez-vous médicaux, accompagna Élise à l'école. Il n'essayait pas de se rattraper. Il avançait, pas à pas, avec la conscience que la construction d'une famille ne passait pas par de grandes déclarations, mais par une succession de gestes simples, constants. Clémence, elle, reprit peu à peu goût à l'écriture. Elle rédigeait un journal sans intention de publication. Elle y notait ses impressions, ses peurs, ses émerveillements tardifs. Elle y parlait d'Antoine non comme d'un sauveur, mais comme d'un homme imparfait qui avait su écouter, revenir, attendre. Un jour, elle écrivit une phrase qu'elle ne lui montra pas tout de suite, mais qu'elle relut souvent. « Il n'a pas effacé mes blessures, mais il a su marcher. » À côté d'elle. Ce fut dans cette lente renaissance, dans cette tension douce entre mémoire et projet, que les fondations du nouveau chapitre prirent forme. Rien n'était résolu à jamais, les cicatrices ne disparaîtraient pas. Mais elles avaient cessé d'être des frontières. Elles devenaient désormais des traces d'un passé transformé en force, en récit commun. Et pour la première fois depuis longtemps, Clémence rêva à haute voix. Elle parla de reprendre des études, d'écrire un livre, d'emmener Élise voir la mer. Antoine l'écoutait, sans interrompre, avec la certitude discrète que cette fois, rien de ce qu'elle dirait ne serait perdu. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux blancs, douce et timide, comme si elle hésitait encore à caresser les murs du nouvel appartement. La terrasse, encore fraîche de la rosée de la nuit, ouvrait une vue apaisante sur les toits de Paris. Un silence tranquille régnait dans la pièce, seulement troublé par les petits pas d'Élise, qui avançait pieds nus sur le parquet, une peluche dans une main, un livre dans l'autre. Elle entra dans la chambre, grimpa doucement sur le lit où Antoine et Clémence se tenaient encore, éveillés mais paisibles, enveloppés dans cette langueur matinale propre au dimanche, sans agenda. Clémence se redressa, ébouriffa les cheveux d'Élise avec tendresse, tandis qu'Antoine ouvrait le livre qu'elle lui tendait. Il lut à voix basse, chaque mot scandé avec cette application qui trahissait la volonté d'être juste, précis, de transmettre plus qu'une histoire, une présence, une constance. La petite écoutait, le menton posé sur ses genoux, les yeux grands ouverts. Clémence observait la scène en silence, un sourire discret au coin des lèvres. Ce tableau, si simple en apparence, portait en lui le poids d'un long parcours, d'une lutte contre le vide, d'un refus de se laisser effacer. Après le petit déjeuner, ils décidèrent de sortir. Les rues du quartier étaient encore calmes, baignées d'une lumière tiède. Antoine proposa une promenade le long de la Seine. Clémence accepta. Ils marchèrent lentement, Élise entre eux deux, tenant une main de chacun, ses pas bondissants contrastant avec leur allure posée. Ils passèrent devant les bouquinistes, s'arrêtèrent devant une vitrine de librairie, achetèrent un roman pour Clémence, un livre d'images pour Élise, un essai pour Antoine. Puis, sans vraiment s'en rendre compte, ils arrivèrent à proximité du Marais. Clémence ralentit le pas. Antoine s'en aperçut, mais ne dit rien. Il savait ce que signifiait ce lieu pour elle, pour eux. Il prit l'initiative. Il s'approcha du Vitrail, ce restaurant où des mois plus tôt, une enfant inconnue l'avait appelé Tonton, bouleversant l'architecture bien ordonnée de sa vie. À l'intérieur, rien n'avait changé. Les nappes blanches, les couverts d'argent, la lumière feutrée. Pourtant, tout était différent. Il se tourna vers Clémence. « On entre ?» Elle le regarda, hésitante, puis elle baissa les yeux vers Élise, qui hochait la tête avec une innocence tranquille. « Oui, on entre. » Le personnel, d'abord surpris, les accueillit avec courtoisie. On leur proposa la même table qu'autrefois. Antoine sourit intérieurement. Le passé ne cédait sa place que lorsqu'on l'acceptait. Ils s'assirent tous les trois. Clémence regarda autour d'elle, chaque détail réveillant une mémoire enfouie, mais elle n'éprouvait plus ni vertige ni honte. Elle était là entière, présente, et c'était cela qui comptait désormais. Le serveur, sans poser de questions, apporta le menu. Clémence le parcourut calmement. Elle choisit un plat qu'elle n'avait jamais goûté. Antoine, fidèle à ses habitudes, opta pour le filet de bar. Élise demanda des pâtes, avec le sérieux des décisions importantes. Quand les assiettes arrivèrent, ils mangèrent lentement, en parlant de tout et de rien. Un film à voir, une sortie d'école, une recette à essayer. Rien d'extraordinaire, mais tout avait le goût d'une promesse tenue. Au moment du dessert, Clémence posa sa main sur la table, paume ouverte. Antoine y glissa la sienne.
Il remarqua la bague à son doigt, celle qu'il lui avait offerte, qu'elle avait portée, puis cachée, puis rendue invisible. Aujourd'hui, elle brillait sous la lumière du jour, sans honte, sans poids. Il ne dit rien, elle non plus. Mais dans ce silence, tout était dit. Après le déjeuner, ils sortirent du restaurant. La rue s'était animée, les terrasses se remplissaient, les rires montaient doucement. Antoine proposa un détour par l'île Saint-Louis. Clémence accepta à nouveau. Ils longèrent les quais, écoutèrent un musicien de rue jouer un morceau de piano sur un clavier portatif. Élise dansait, légère, insouciante, un instant suspendue. Sur le pont, Clémence s'arrêta. Elle regarda l'eau couler, constante, indifférente et rassurante à la fois. Antoine la rejoignit. « Tu regrettes ?» demanda-t-il. Elle tourna la tête vers lui, son regard clair, stable. « Non. Je crois que si tout cela ne s'était pas passé comme ça, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui, et nous ne serions pas ici. » Il hocha la tête. Il comprenait. Il n'y avait pas de réparation parfaite, pas de retour en arrière. Il n'y avait que ce présent à honorer, cette trajectoire à continuer ensemble sans effacer les marques du passé. Ils reprirent leur marche. À un moment, Élise glissa, entre eux attrapa de nouveau leurs mains. Elle regarda Clémence, puis Antoine. « Est-ce qu'on va rester comme ça ?» Clémence s'agenouilla, la regarda dans les yeux. « Comme quoi, ma chérie ?»« Comme une famille. » Clémence échangea un regard avec Antoine. Elle sourit sans hésiter. « Oui, comme une famille. » Et ils continuèrent d'avancer, au rythme des pas d'Élise, au rythme nouveau d'une vie possible. Paris, autour d'eux, poursuivait son cours, immuable et changeante. Mais pour eux, quelque chose s'était déplacé. Un poids levé, une porte ouverte, une seconde chance. Ils rentrèrent chez eux en fin d'après-midi. Le ciel rosissait doucement. Clémence alluma une lampe, mit une musique douce. Antoine prépara du thé. Élise dessinait encore, 3 silhouettes sous un même toit, et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne pensait à demain avec crainte. Ils savaient que tout ne serait pas facile, mais ils savaient aussi qu'ils avaient traversé le pire, ensemble. Et c'était là, dans cette certitude silencieuse, que le nouveau chapitre de leur vie commençait.